Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Notre plus gros problème est notre dépendance à la technologie de base. Une forte dépendance à la technologie de base importée, c'est comme construire une autre maison avec les murs de quelqu'un d'autre. Peu importe sa taille et sa beauté, elle ne restera pas debout pendant une tempête. Il est difficile pour la Chine, à ce stade de développement, d'acquérir une technologie de base cruciale provenant d'autres pays, car les pays occidentaux pensent que le maître mourra de faim s'il transmet ses connaissances à son apprenti. Nous devons donc nous concentrer sur notre propre innovation. Ces déclarations de Xi Jinping, le président chinois, datant de plusieurs années, montrent que les Chinois comprennent le concept de la souveraineté numérique et technologique plus que n'importe quel pays. Et pourtant, depuis 2020, mais surtout de 2021, la Chine a lancé un vaste programme de purge en sanctionnant systématiquement ses propres entreprises technologiques qu'elle estime trop puissantes pour leur bien et pour les autres. Le premier signe a été que Jack Ma, propriétaire d'Alibaba et homme le plus riche en Chine, a été, disons, forcé de s'isoler pendant quelques mois, de prendre une espèce de retraite et de suivre, un régime minceur. Et surtout de lui faire comprendre qu'on ne défie pas impunément le gouvernement de Pékin. Jack Ma a été particulièrement critique sur le système financier chinois et il envisageait de lancer une crypto-monnaie via son groupe qui s'appelle The Ant. En fait, la Chine a compris ce que les Américains et l'administration Trump n'ont pas compris assez tôt. Que les GAFAM sont devenus plus puissants que les États et qu'il faut souvent couper les têtes qui dépassent pour éviter une prise d'otage de la nation au profit de leurs intérêts. Les GAFAM chinois, connus comme les BATX, sont nombreux. Ils sont puissants et ils possèdent une masse financière capable de faire trembler n'importe quel animal national, même si cet animal est un dragon. Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi ou encore Huawei ne sont que quelques-uns. Suite à cette affaire, la Chine a compris le danger de ces entreprises et a décidé de se lancer dans une purge systématique du secteur technologique. En novembre 2021, la Chine publie de nouvelles lois appelées Personal Information Protection Law, PIPL. Son rôle est simple, créer un équivalent chinois du RGPD, qui sont les régulations de protection de données personnelles dans l'Europe. L'objectif était de faire comprendre aux entreprises opérant en Chine, qu'elles soient chinoises ou étrangères, que les données personnelles des internautes chinois ne sont pas des biens de consommation et qu'il faudra les protéger coûte que coûte. On a donc eu un effet Pékin, comme on avait eu un effet Bruxelles, lorsque la RGPD était entrée en action et que toutes les entreprises gérant les données des utilisateurs ont dû s'adapter, même si aujourd'hui, faut avouer que ce RGPD n'est devenu qu'un avertissement de cookies que vous acceptez par instinct, par réflexe, quand vous visitez un site web. En revanche, le PIPL a des ambitions beaucoup plus grandes. Car en plus d'être draconien sur la gestion des données personnelles, la Chine a également publié de nouvelles lois sur la sécurité des données et des lois antimonopolistiques. Grosso modo, c'est le découpage de gros prôné par les Américains au XXe siècle contre des entreprises devenues trop puissantes pour l'État américain.
Ces nouvelles lois chinoises ont des portées gigantesques. Après l'annonce de ces lois, la plupart des entreprises technologiques ont dévissé en bourse. Mais le PIPL a une différence majeure comparée au RGPD, dans le sens où cette loi est extraterritoriale. C'est-à-dire que non seulement la loi s'applique à toutes les entreprises étrangères ou chinoises qui gèrent les données des Chinois, mais cela s'applique aussi aux entreprises étrangères qui ne sont pas présentes en Chine, mais qui gèrent les données des Chinois. Supposons que des internautes chinois utilisent, Facebook via un VPN, eh bien, sous cette loi, Facebook ainsi que le VPN seraient obligés de respecter ces lois, sous peine de subir un blacklistage. C'est pourquoi de nombreuses entreprises étrangères se sont cassées de la Chine après les régulations. Yahoo ou LinkedIn, pour n'en citer que quelques-uns. C'est sûr que Pékin fait plus peur que Bruxelles, car les amendes en cas de violation de cette loi peuvent être conséquentes. Ça peut atteindre jusqu'à 5% du chiffre d'affaires en cas de violation répétée. Mais ce qui est encore plus intéressant est que ces lois sont asymétriques, c'est-à-dire que la protection des données s'applique uniquement aux citoyens chinois, pas aux étrangers. Cela signifie que les entreprises technologiques chinoises peuvent pomper et exploiter autant de données personnelles qu'elles veulent sur leurs sites utilisateurs étrangers sans que Pékin n'intervienne. Le résultat final est que les données personnelles des Chinois sont de plus en plus cadenassées, tout en permettant aux entreprises chinoises d'amasser beaucoup plus de données sur les internautes étrangers. Mais il y a un moyen simple de contourner ces législations chinoises, débourser une montagne de fric colossale. Ainsi, Apple a convenu d'investir plus de 275 milliards de dollars en Chine dans les 5 prochaines années et en échange, disons que la Chine serait plus clémente sur la manière dont la marque à la pomme gère les données personnelles des Chinois. Avec 900 millions d'internautes ayant un pouvoir d'achat considérable, aucune entreprise technologique sérieuse ne peut se permettre de dédaigner le marché chinois. Ce qui fait que la Chine aura beaucoup plus de leviers pour imposer sa vision aux entreprises étrangères. Toutes ces régulations permettront à la Chine d'acquérir une souveraineté pleine et entière sur le long terme, car en plus des données personnelles, Pékin a également renforcé ses lois contre le monopole. Les géants chinois sont nombreux, ils représentent 40% du marché technologique en Chine. C'est pour ça que le dragon a décidé de les découper un par un. L'objectif est clair. Le problème du monopole, c'est qu'il n'y a pas d'innovation. On le voit avec les GAFAM occidentaux. Comme ils ont du cash à l'infini, alors ils se contentent de racheter leurs concurrents. En revanche, la Chine veut que ses ingénieurs travaillent, qu'il y ait de la véritable création, plutôt que de se reposer sur ses leviers. Les produits et les services chinois deviendront de plus en plus meilleurs et compétitifs. Par exemple, Facebook a lancé le métaverse en grande pompe en espérant créer le prochain grand truc. Mais caramba, c'est encore raté, car ce sont les Chinois qui sont les plus actifs sur cette nouvelle ère d'Internet avec des entreprises comme Tencent et NetEase. Grosso modo, dès que les entreprises technologiques occidentales font quelque chose, les Chinois les copient et font mieux que l'idée d'origine. L'État chinois n'a aucun problème pour détruire ses propres entreprises si elles deviennent trop monopolistiques. Pour des Occidentaux bêtes et méchants, cela peut paraître con.
car cela peut faire croire que la Chine se tire une balle dans le pied. Mais les Occidentaux n'ont jamais compris la mentalité chinoise et la structure même de l'État chinois. La Chine veut atteindre l'idéal communiste et actuellement, elle est dans sa phase socialiste pour atteindre cet idéal. Dans cette phase, qui n'empêche pas d'entreprendre et de gagner de l'argent, la Chine a une politique de laisser faire quand il y a des nouveaux secteurs qui apparaissent. Ensuite, quand ces secteurs deviennent suffisamment puissants, alors l'État chinois arrive pour les collectiviser, afin que le secteur privé ne devienne jamais plus puissant que l'État. L'un des meilleurs exemples est la destruction brutale du secteur des cours privés en Chine dans le courant de 2021. L'éducation privée, si vous voulez. Du jour au lendemain, les cours et les écoles privées ont été quasiment interdits ou très surveillés par le gouvernement afin qu'elles ne surpassent pas le secteur public de l'éducation. C'est une vaste réforme qui avait plusieurs objectifs. La plus importante est que la société chinoise est basée sur la méritocratie. N'importe qui peut réussir avec suffisamment de travail et d'acharnement. Le problème est que comme le développement de la Chine a créé beaucoup de millionnaires, leurs enfants pouvaient étudier à l'étranger, ce qui au passage est considéré comme étant non patriotique. C'est même considéré comme de la trahison. Mais cela implique surtout qu'on peut devenir le premier de la classe parce que papa et maman ont un plus gros portefeuille. Dans l'idéal chinois de l'égalité dans l'éducation, cet aspect ne peut pas exister, c'est pas négociable. Et donc, même si le secteur de l'éducation privée pesait des milliards de dollars, le gouvernement chinois n'a pas hésité à le mettre en pièces, car cela remettait en question le modèle même de sa société. Il faut vraiment garder à l'esprit cet idéal quand on voit que la Chine renforce ses régulations dans tel ou tel secteur. Les élites chinoises sont loin d'être idiotes. Elles ont toujours un plan plus large qu'elles suivent en réalité. Après, cela ne signifie pas qu'elles ne peuvent pas faire des erreurs. Mais on est loin du niveau très très bas des élites occidentales actuelles. Ça, c'est évident. On pourrait croire que les entreprises technologiques étrangères fuiraient la Chine comme la peste après cette purge totale du secteur. Mais en fait, c'est le contraire qui se produit. L'investissement des firmes étrangères en Chine a dépassé les 130 milliards de dollars en 2021, soit le double de 2020. Parce que, comme on l'a mentionné, personne ne peut négliger le potentiel économique de 900 millions d'internautes chinois. De plus, si on se met à regarder ces législations sur les entreprises technologiques, alors on se rend compte que tout le secteur n'est pas atteint. Cela concerne surtout des entreprises de services comme les applications, les messageries, les jeux vidéo, ainsi que tout ce qui est entre guillemets virtuel. L'image d'ensemble nous laisse à penser que la Chine dédaigne de plus en plus l'immatériel, car c'est surtout le hardware qui l'intéresse. 95% des entreprises sanctionnées par Pékin travaillent dans le domaine du logiciel, du software. Et parmi ces 95% d'entreprises, on a beaucoup de géants dont Pékin veut calmer les ambitions monopolistiques. Mais ces régulations, en détruisant ces entreprises, créent du vide. Vous avez du capital qui est disponible et une main-d'œuvre très qualifiée qui se retrouve sans travail. La Chine incite donc à créer des petits géants plutôt que quelques gros mastodontes qui possèdent tout. En fait, selon même les déclarations des dirigeants chinois, l'idéal serait d'avoir 600 petits géants qui pourraient à la fois couvrir tous les besoins des internautes chinois tout en boostant la compétitivité et l'innovation. En bref, la Chine utilise de nouveau le modèle de start-up, car elle se rend compte que les grands conglomérats stagnent dans leur approche.
Fin de la première partie. Début de la seconde partie. Et tout ce capital disponible et cette main-d'œuvre, Pékin veut que ce soit investi dans les semi-conducteurs, la robotique ou les voitures électriques, du dur et encore du dur, comme dirait l'autre. L'obsession chinoise est de devenir entièrement autonome et souveraine sur le hardware. C'est aussi l'une des raisons de la purge. Parce que si une entreprise étrangère décide de se casser de la Chine parce que, voyez-vous, obéir à des lois, c'est pas vraiment son truc, alors on peut avoir une entreprise locale qui prend sa place. Et si dans le futur, l'entreprise étrangère revient la queue entre les jambes, alors ce sera très difficile pour elle, car elle sera partie à la chasse et un Chinois aura pris sa place. Mais la souveraineté dans le hardware n'est pas une mince affaire. Ainsi, la construction d'une usine de semi-conducteurs coûte 20 milliards de dollars, soit plus qu'un porte-avions. Il faut des années de recherche et de développement et avoir les esprits les plus brillants sous la main. La Chine ne manque aucun des trois. Mais il lui reste à les coller ensemble pour que cela fonctionne. Actuellement, la Chine est derrière les USA en termes de fabrication de semi-conducteurs, ou plutôt, elle est derrière Taïwan et TSMC qui possèdent le monopole de ce secteur. TSMC continue de battre des records dans la finesse de gravure en nanométrique. En 2020, elle a déjà atteint le 5 nanomètres et désormais elle vise les 3 nanomètres. La Chine ne resta pas les bras ballants. Son secteur de semi-conducteurs est très prospère. En 2015, les semi-conducteurs chinois représentaient 3% du marché mondial. Mais ils sont passés à 30% en 2020. En 2015, je parlais de 2015. Sur les processeurs, les Chinois maîtrisent le 14 nanomètres et visent déjà le 12 nanomètres. Cette dernière, 12 nanomètres donc, est la finesse de gravure d'Intel pour ses processeurs commerciaux il y a quelques années. Mais Intel est passé aux 10 nanomètres, mais il a dû sacrifier son indépendance, car c'est TSMC qui va les fabriquer. Ce qui fait que l'Occident dépend de plus en plus de Taïwan, tandis que la Chine devient de plus en plus autonome. Et quand vous savez que pour la Chine, la réunification avec Taïwan est une question non négociable, alors on peut dire que les Occidentaux se sont mis dans un trou et qui se jettent eux-mêmes de la terre par-dessus pour qu'au moins la pierre tombale soit belle. Les sanctions contre Huawei ont définitivement fait comprendre à la Chine que l'Occident est tout sauf un partenaire fiable, car il change de visage tous les 4 matins, en fonction de l'idéologie du jour. Et la Chine peut compter sur la Corée du Sud et Samsung qui maîtrise déjà les 5 nanomètres. L'indépendance technologique de la Chine provoque aussi un grognement de plaisir de l'ours russe. En effet, la Russie a le même problème que la Chine, dans le sens où elle a des décennies de retard sur le hardware. Actuellement, la Russie fabrique des semi-conducteurs en moyen nanométrique, autour de 50 à 80 nanomètres. Ces puces sont principalement utilisées dans son armée, qui est entièrement souveraine dans ce domaine. En revanche, elle manque cruellement d'usines et de technologies qui lui permettraient d'atteindre les 20 ou les 10 nanomètres. On connaît l'ingéniosité des Russes, mais il faut quand même 5 à 10 ans pour être au niveau de la Chine et 20 ans au niveau de Taïwan ou de la Corée du Sud. Les Occidentaux connaissent ce point faible des Russes, et c'est pourquoi leurs sanctions actuelles ont beaucoup visé les importations des semi-conducteurs. Mais caramba, encore raté. Le plus gros partenaire des Russes est la Corée du Sud, qui s'est indigné verbalement de la guerre en Ukraine, mais en ajoutant que la Corée du Sud continuerait à fournir des processeurs à la Russie.
Et si le dragon chinois acquiert une véritable souveraineté technologique, alors la Russie pourrait aussi se fournir auprès des Chinois qui seraient tout à fait ravis de ce partenariat. Fin de la seconde partie et maintenant la troisième partie. De plus, les Occidentaux ne devraient pas trop se réjouir de leurs sanctions, car les matières premières des semi-conducteurs qui alimentent Intel, Nvidia ou AMD, devinez d'où ils proviennent principalement, de la Russie et de l'Ukraine. Caramba, vous pouvez rajouter la suite. Mais tout n'est pas encore gagné pour la Chine. Elle doit faire de grands sauts qualitatifs pour se hisser au niveau de l'Occident. Car c'est vrai qu'il y a beaucoup de constructeurs chinois de semi-conducteurs, mais souvent, ce sont des petites structures concentrées sur la recherche et le développement, et elles sont fabless, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'usine dédiée. Mais la longue marche chinoise pour la souveraineté technologique est lancée, et elle ne fera que s'accélérer dans le futur. Malgré son retard, la Chine fait parfois des fulgurances, où elle surpasse tous les concurrents du secteur. Ainsi, l'entreprise Yangtze Memories Technology a réussi à créer des mémoires NAND, N-A-N-D, qui surpassent ceux d'Intel et de Samsung. Et cette entreprise construit des usines à la pelle pour avoir une production de masse insolente et casser les prix. Et on doit être aussi capable de lire entre les lignes dans le plan de la Chine. On a mentionné que les législations sur les données personnelles sont asymétriques, c'est-à-dire interdiction d'exploiter les données d'internautes chinois, mais c'est open bar pour le reste du monde. Le résultat est que les startups chinoises incitées à innover après la purge des gros possèdent des tonnes de données personnelles disponibles. Et comme les technologies de machine learning sont open source, alors elles peuvent combiner les deux pour créer de nouveaux services plus performants. Vous voulez un exemple? TikTok. TikTok en est une parfaite illustration, où les ingénieurs ont su exploiter les données personnelles, imiter les plateformes comme Twitter, Vine ou Spotify pour comprendre ce qui marchait chez les utilisateurs. Le but de la purge technologique chinoise est de délaisser temporairement un secteur orienté vers les consommateurs et de diriger le capital vers des secteurs stratégiques de la technologie comme les semi-conducteurs. Mais la purge technologique des géants ne concerne que le territoire chinois. Même si des groupes comme Alibaba ou Tencent se prennent des amendes records ou sont incités à se fractionner, Pékin les encourage néanmoins à se développer à l'étranger sans aucune limite. En bref, le leitmotiv est pas de saloperie chez nous, mais vous pouvez faire ce que vous voulez ailleurs. Aux États-Unis, les géants chinois ont du mal à percer, car les régulations américaines les en empêchent. En revanche, c'est la grande braderie en Europe, qui est une véritable passoire, où on peut acheter des corps et des biens pour une bouchée de pain. Ainsi, en 2021, Tencent a fait une petite virée shopping dans les grands marchés européens pour acheter plusieurs studios de jeux vidéo, pour un montant total de 21 milliards de dollars et qui ambitionne de devenir le géant des jeux vidéo au niveau mondial. Les Européens tentent de contrer les Chinois sur des domaines comme les semi-conducteurs, mais ils négligent des pans entiers du divertissement comme les jeux vidéo qui font pourtant partie intégrante de l'économie numérique. Les données personnelles des joueurs sont une mine d'or pour les entreprises chinoises, parce que cela leur permet de créer des profils de plus en plus ciblés. Dans la même optique, Didi, qui est l'équivalent chinois d'Uber, a réussi à conquérir des parts de marché importants en Amérique latine et en Afrique. Et en 2021, TikTok est devenu le site le plus visité, en surpassant même Google.
Les sanctions américaines ne font que booster les entreprises technologiques chinoises. Ainsi, Huawei, que les États-Unis voulaient détruire à tout prix, a pourtant doublé ses ventes, la vente de ses équipements, à travers le monde, et ce, après les sanctions. Huawei poursuit également le développement d'Open Harmony, qui est son propre système d'exploitation pour le mobile. Si les Occidentaux, dans leur bêtise, sanctionnent la Russie en lui interdisant d'utiliser Android ou iOS, alors les Russes pourraient basculer sur Harmony, accélérant l'hégémonie technologique chinoise. Les États-Unis ont tenté ensuite d'attaquer la division cloud d'Alibaba. Mais malgré quelques dégâts, le géant chinois continue d'innover. Et aujourd'hui, il propose les bases de données les plus rapides au monde en clouant Oracle sur le poteau, qui est pourtant son compétiteur direct. La Chine continue donc d'accélérer son expansion. Actuellement, elle investit 70 milliards de dollars par an dans la recherche et développement, et à ce rythme, elle sera l'égale des États-Unis à l'horizon 2030. Pendant ce temps, le déclin des États-Unis est inéluctable. Son industrie continue de se casser la gueule, car les élites américaines continuent de tout miser sur le mondialisme, impliquant de plus en plus de délocalisation de sa main-d'œuvre et de ses technologies. Et dans cette guerre technologique à l'échelle mondiale où tous les coussins sont permis et c'est impitoyable, l'Europe n'est même pas présente. C'est un zéro pointé sur la recherche et développement. L'Europe ne possède quasiment pas de billes industriels sur les semi-conducteurs, la robotique ou la voiture électrique. Que ce soit les Américains ou les Chinois qui gagnent cette course technologique, les Européens ne seront que des vaches à lait. Les données personnelles de leurs citoyens seront exploitées par la Chine ou les USA, et les Européens continueront d'enrichir des entreprises étrangères qui auront une mainmise de plus en plus grande sur leur vie. Et même si le marché de la donnée occidentale échappe partiellement aux Chinois, les Chinois ont l'Afrique à exploiter, et encore l'Amérique latine où la doctrine Monroe se casse la gueule, sans oublier l'influence prédominante de la Chine en Asie. En une phrase, la souveraineté technologique du dragon ne fait plus aucun doute, et ces flammes vont clairement forger le monde technologique de demain. Merci d'avoir écouté cet épisode, et à bientôt.